Robert Capa, Gerda Taro. Lui est l'inventeur du photojournalisme. Capable de tous les risques pour la bonne photo. Il a couvert les plus grands conflits du XXe siècle. 5 guerres sur le front au péril de sa vie. Elle, c'est une jeune photographe douée, ingénieuse et ambitieuse. Elle est l'une des premières femmes photojournalistes. Gerda Taro est la femme restée dans l'ombre, celle qui participe à la légende et à la création du nom de Robert Capa. Gerda Taro, Robert Capa. C'est la rencontre entre deux âmes engagées et révoltées, unies par la photo. C'est aussi l'histoire d'un amour fou qui ne résistera pas à la guerre. New York, 1953. Robert Capa est un homme seul. Il vit à l'hôtel. L'instabilité le réconforte, comme l'alcool, la cigarette et le jeu. Il consacre toute son énergie à son travail. En perpétuelle fuite aux 4 coins du monde, il est hanté par l'horreur de la guerre et par ses souvenirs. Quelques années plus tôt, il a été consacré le plus grand photoreporter du monde. À près de 40 ans, Robert Capa n'a plus rien à prouver. À personne. Il s'ennuie. On le dit flambeur, séducteur, mystérieux. Capa aime les femmes, les belles femmes. Ces femmes ont la saveur des étoiles, le parfum des plateaux de cinéma. Derrière toutes celles qu'il séduit et qu'il photographie, Capa recherche en vain un visage, celui d'une femme à qui il doit tout. Ce qu'il est en tant qu'homme, ce qu'il est en tant que photographe. Cette femme, c'est Gerda Taro. Berlin, 1933. Une jeune femme est arrêtée puis emprisonnée. Elle est accusée d'avoir distribué des tracts anti-nazis à Leipzig. Elle fait partie d'un groupe de révolutionnaires opposés à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. En prison, la jeune femme ne parle pas. Elle ne dénonce personne. Elle tient bon. Cette jeune femme s'appelle Gerda Pooril. Elle a 20 ans. Elle est juive d'origine polonaise. C'est une fille sans histoire, douée pour les études et réputée bonne joueuse de tennis. Mais depuis qu'elle est enfant, Gerda inquiète ses parents. Avec sa forte personnalité, la petite n'en rate jamais une. Adolescente, elle a compris que l'élégance est un atout pour la réussite. Elle a des idéaux plein la tête et se fait remarquer pour son caractère bien trempé et ses convictions politiques. Grâce à son passeport polonais, Gerda parvient à être libérée, mais elle se sent sous surveillance. Alors elle décide de prendre la fuite et quitte Berlin. Elle laisse tout derrière elle. Sa famille, ses amis, direction Paris. Au même moment,
Un jeune homme veut lui aussi échapper à la montée du nazisme. Il quitte Budapest pour Vienne, puis se décide à rejoindre Paris en 1934. Ce jeune homme s'appelle Endre Friedman. Il a 20 ans. Il est né en Hongrie et vient d'une famille juive, propriétaire d'un salon de couture en vogue. Endre est un enfant heureux, débordant de vitalité. Son côté bagarreur, solitaire et déterminé lui vaut le surnom de Bandi, qui signifie requin en hongrois. Le jeune Endre Friedman a à peine 17 ans lorsqu'il est arrêté pour ses actions politiques. Sa proximité avec le Parti communiste et sa lutte permanente contre le régime répressif de Hongrie lui valent d'être incarcéré. Il est libéré et décide de quitter son pays. Il part pour Berlin. Il s'inscrit à l'université pour suivre des études de sciences politiques. Il rêve alors de devenir journaliste et photographe. Pour financer ses études, il trouve du travail comme apprenti développeur. Doué, il est envoyé en 1932 à Copenhague pour photographier Léon Trotsky. Camarades, vous voulez de moi une réponse à la question. Pourquoi est-ce que je t'appartiens à la fraction des bolcheviks léninistes? Trotsky est alors pourchassé par les hommes de Staline. Endre comprend que la photo est un moyen de témoigner, d'être au plus près de son sujet et de rester fidèle à ses convictions. Il veut devenir photoreporter. Depuis son arrivée à Paris, le jeune homme erre dans la ville. Il n'a pas un sou en poche, parle mal le français et ne trouve pas de travail. Désormais, il se fait appeler André et non plus Endre, un prénom qui rappelle trop ses origines. Le jeune photographe veut s'intégrer, commencer une nouvelle vie. Paris est une fête, la ville des possibles. C'est dans les cafés de Montparnasse que le jeune photographe rencontre Henri Cartier-Bresson, Chim et Frédéric Stein. Des jeunes photographes qui rêvent aussi de se faire un nom. Tous ont des origines sociales et géographiques différentes, mais tous sont unis par une amitié sincère. Ils partagent le même langage, celui de l'image. Ensemble, ils révolutionnent les prises de vue avec des appareils petit format. Mais la bataille est rude. Entre la concurrence et les rédactions fauchées, il est bien difficile de survivre dans le monde de la photo. Paris, 1935. Gerda enchaîne les petits boulots. Dactylo, secrétaire ou assistante dans les agences de presse. Brillante, curieuse, parlant plusieurs langues, la jeune femme s'intègre facilement dans tous les milieux. Son salaire lui permet à peine de survivre. Mais qu'importe, ce qu'elle veut, c'est profiter de sa liberté et de sa jeunesse. Elle partage une petite chambre avec une amie, une très jolie fille prénommée Ruth. Ensemble, elles aiment s'amuser, faire la fête et draguer aux terrasses des cafés. La beauté de Ruth n'échappe à personne.
pas même à un certain Friedman qui aimerait bien la prendre en photo. Gerda l'accompagne au rendez-vous sans imaginer un instant qu'elle va tomber amoureuse de ce jeune photographe. Pourtant, tout les prédestinait à se rencontrer et à s'aimer. Tous les deux sont juifs, tous les deux fervents antifascistes, tous les deux ont connu la prison et ont fui le nazisme. Et tous les deux aiment la vie plus que tout. Les jeunes amants ne se quittent plus et se lancent dans une liaison passionnée. André confie alors à un de ses amis: « Seuls, la pioche et la pelle pourront me séparer de Gerda. » Gerda et André aiment la politique, les discussions enflammées sur le monde. Ils partagent les mêmes convictions, un idéal de justice et de liberté. Par amour pour André, Gerda se met elle aussi à la photo, histoire de tout partager avec celui qu'elle aime. André l'initie à la prise de vue. La jeune femme est douée. Ils sont persuadés que la photographie est une arme redoutable. Pour eux, une image peut changer le cours de l'histoire. Paris 1936. André n'a pas le moral. Il vend peu. Lui qui rêve de se faire un nom n'est qu'un illustre inconnu fauché. Il écrit à sa mère: « Il faudrait que je travaille dans le cinéma, car pour la photographie, c'est sans espoir. » Gerda, elle, croit en son talent. Elle déploie toute son énergie, l'encourage. Mais rien n'y fait. Un jour, ensemble, ils ont une idée. Une idée de génie. Faire disparaître cet André Friedman, le photographe qui n'intéresse personne, et créer de toutes pièces un photographe imaginaire que le monde s'arracherait. Les cheveux gominés, le costume ajusté et d'une élégance irréprochable, ce photographe sera américain, chic et mondain, un surdoué de la photo. Pour attirer l'attention, il faut des paillettes et un coup de projecteur. Il faut se débarrasser du nom de Friedman qui sonne juif, se forger une nouvelle identité. Il sera Robert Capa, en hommage au réalisateur Frank Capra. Gerda en profite pour se muer en Gerda Taro, en hommage à l'actrice Greta Garbo. Si leur nom ne leur a pas permis d'accéder à leurs rêves, autant se rêver une nouvelle vie. Gerda connaît comme sa poche les exigences des agences photo. Elle est prête à tout pour aider son homme. Aujourd'hui, j'ai emménagé chez Gerda. C'est elle qui m'aide beaucoup, car elle a de bonnes relations avec les éditeurs de journaux. Et elle m'emmène partout avec elle. Paris, mai 1936. Le premier grand photoreportage de Robert Capa couvre l'arrivée au pouvoir du Front populaire. Les cadrages sont libres, les prises de vue serrées. Le nom de Capa intrigue les rédactions. On le trouve talentueux. La stratégie fonctionne à merveille. Une de ces photos fait la couverture du magazine Vue. Au bout de quelques mois, le stratagème est découvert, mais qu'importe. La carrière de Robert Capa est lancée.
Ensemble, ils sont parés pour de nouvelles aventures. Août 1936. Gerda parvient à se procurer une carte de presse grâce à son travail dans une agence photo. Capa et Taro décident de partir ensemble en Espagne. La guerre civile vient d'éclater. À l'atterrissage à Barcelone, leur avion se brise au sol. Il n'y a aucun blessé. Le couple se persuade alors qu'ensemble, rien ne peut leur arriver. Capa et Taro arrivent en Espagne quelques semaines seulement après le coup d'État militaire raté du général Franco. Armés de leurs appareils photo, ils prennent position auprès des républicains. Ils veulent défendre leurs idéaux. Ils sont conscients qu'un moment historique est en train de se jouer. Ils photographient les visages, les regards déterminés et la rage de vaincre d'un peuple en résistance. Les combattants ont leur âge, 20, 25 ans. Des femmes, des enfants. Avec eux, ils partagent les mêmes convictions et les mêmes peurs. Ils figent la fraternité, la vie, l'amour qui résiste à la guerre et à l'oppression. Ils sont conscients que la photographie est une langue universelle. Si Robert Capa cherche l'émotion, la chair, la proximité dans ses photos, Gerda Taro emprunte aux photographes modernistes des années 30 et au cinéma d'Eisenstein. Ces cadres sont composés, structurés, poétiques. Le couple décide de quitter Barcelone pour suivre l'armée républicaine sur le champ de bataille, à Aragon. Capa et Taro sont à proximité de leur sujet. La prise de risque est au cœur de leur travail. Ils n'ont qu'une seule obsession, témoigner, dénoncer. Sous les balles, Robert photographie Gerda, qui sans jamais craindre pour sa vie, semble prête à tout pour la bonne photo. Robert Capa fige à cet instant l'admiration qu'il a pour Gerda Taro, en tant que femme, mais aussi en tant que photographe. Il la pense plus courageuse, plus forte, et peut-être même plus douée que lui. Il comprend qu'elle est la femme de sa vie. Le style de Gerda Taro a changé. Sur le front, la jeune femme a emprunté à Robert Capa. Elle travaille sur le vif, au plus près de son sujet. Capa dira « Si une photo n'est pas bonne, c'est que vous n'êtes pas assez près. » La photographie de la mort en direct du soldat républicain devient une image iconique. Elle marque le point de départ de la légende Capa. De retour en France, les photos du couple font sensation. Le magazine Vue publie sur une même page des photos de Capa et Taro. Mais elles ne sont pas créditées. Les noms des deux photographes ont disparu. Capa n'en revient pas. Avoir pris tant de risques pour ne pas être cité. À Paris, Capa et Taro sont hantés par la guerre. Ils ont besoin d'action, de mouvement. Ils ne tiennent pas en place. Dorénavant, dès qu'ils le pourront, ils iront sur le front, fidèles à leurs convictions, au plus près de leur sujet. Ils prennent également une décision. Signer de leurs deux noms l'ensemble des photos qu'ils effectuent côte à côte. En février 1937,
les tanks italiens et les bombardiers allemands ont pris la ville de Malaga. Un reportage du couple sur cet exode est publié dans le magazine Regard. Il est signé de Robert Capa et Gerda Taro. Robert en profite pour demander Gerda en mariage. Mais la jeune femme refuse. La guerre l'a changée. Elle tient à sa liberté. Accrochée à ses convictions, elle veut se consacrer à la photo corps et âme. Capa aimerait changer de sujet, partir en Chine avec elle. Il cherche un magazine prêt à les soutenir financièrement. Elle, fidèle aux combattants républicains, veut les suivre jusqu'au bout. Été 1937. Gerda est partie en Espagne, mais seule cette fois. Les soldats républicains la surnomment la Pequeña Rubia, la petite blonde. Tout le monde la connaît ici. Capable de mettre sa vie en danger pour ses convictions, la jeune femme force le respect des combattants. Elle se rend à Brunette, un petit village à l'est de Madrid. Comme toujours aux côtés des résistants, face aux troupes de Franco. Elle se cache parmi les combattants dans les tranchées, sans aucune protection. Elle prend des photos. Les balles fusent de partout. Gerda n'hésite pas à se mettre en danger pour suivre les combattants. Rien ne semble l'arrêter. Elle prend des photos autant qu'elle peut. À la fin de la journée, les républicains battent en retraite. Les morts se comptent par centaines. C'est un véritable carnage. Gerda est bouleversée, mais poursuit son travail. Un camion emmène des blessés à l'hôpital. Gerda saute sur le marchepied. Quelques kilomètres plus tard, un char républicain entre en collision avec le camion. Gerda est grièvement blessée. Elle est emmenée à l'hôpital encore consciente. Elle demande après son appareil. Elle craint de l'avoir perdu. Pendant la nuit, elle meurt de ses blessures. Lorsque Robert Capa apprend la nouvelle, il est à Paris. Il est en état de choc. Il se sent responsable. Il n'était pas auprès d'elle ce jour-là. Gerda Taro est enterrée le jour de son anniversaire. Elle aurait eu 27 ans. Elle est inhumée à Paris, au Père-Lachaise. Son enterrement se transforme en une gigantesque manifestation antifasciste. Mais son travail et ses engagements tombent peu à peu dans l'oubli. Toute sa famille sera victime de l'Allemagne nazie. Quelques mois plus tard, rongé par le chagrin, Robert Capa décide de quitter Paris. Il fera de sa vie une suite d'errance au cœur des conflits. La guerre, c'est comme une actrice qui vieillit, de plus en plus dangereuse et de moins en moins photogénique. En 1947,
Robert Capa s'associe avec d'autres photographes, dont ses amis Chim et Cartier-Bresson, pour créer la première coopérative de photographes. L'agence Magnum voit le jour. Les photos de Gerda Taro y seront conservées auprès de celles de Robert Capa. Il meurt en 1954, aux côtés des troupes françaises en Indochine. Capa voulait élargir son cadre. Il recula et sauta sur une mine. Cette photo est sa dernière photo. Il avait 40 ans.